Vincent Munch, bonjour. Bienvenue chez Castelet, notre média qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? Ben oui. Donc, je m'appelle Vincent Munch, je suis marionnettiste. Euh, Avec Cécile, qui est mon acolyte, ma partenaire professionnelle et de vie, on a créé la compagnie Espace Blanc il y a une dizaine d'années maintenant. Et puis, on a pris la direction du Théâtral Roubleau en 2021, donc ça fait 5 ans. Et comment tu en es arrivé donc à créer une compagnie de marionnettes? C'est quoi ton parcours pour arriver jusqu'à la marionnette? Alors moi j'ai fait une école de comédien à la base une école assez axée, plutôt axée sur le corps, qui était dans l'héritage de Lecoq un peu. C'est une école en Normandie qui s'appelle l'Actea. Euh, euh, et puis il y avait un gros travail corporel qui était fait dans cette école. Et puis moi j'avais le goût du travail corporel et plutôt une sensibilité vers un théâtre d'image. Euh, un jour, j'ai découvert la marionnette et ça a réuni, je dirais, plein de choses pour moi qui sont la construction, parce que j'ai toujours aimé construire. Ça ouvre des possibles. Donc j'ai découvert la marionnette petit à petit. Et puis ce travail corporel que je connaissais, la décomposition du mouvement, l'étude du mouvement en fait, et puis un travail du théâtre d'image va bien avec la marionnette. Donc je me suis un peu senti à la maison très vite. Par le mouvement et par l'image, alors tu Par le arrives à la mouvement et par marionnette. l'image, et aussi, je dirais que le théâtre était pour moi trop. C'était un milieu qui était trop vaste, trop inquiétant. Je ne m'y suis jamais senti bien dans le monde du théâtre. C'était trop grand pour moi, trop de monde. Et à la marionnette, j'ai eu l'impression de passer de la capitale au village. Bon, maintenant, ça a beaucoup évolué et ça commence à être grand, la marionnette. Mais en tout cas, quand je l'ai découverte, il y a 15-20 ans, j'ai eu l'impression d'un petit village. Donc, je m'y suis senti bien aussi, humainement. Et du coup, Ça, c'est tu important. viens quand même à Avignon, dans la grande ville du théâtre. Il faut bien. Il faut bien. C'est à contre-cœur presque, mais enfin, c'est complexe. Oui, c'est Avignon. ça. Pourquoi tu viens à Avignon? C'est quoi les objectifs? C'est clairement la diffusion. C'est qu'aujourd'hui, c'est le cas de toutes les compagnies. En fait, la diffusion, c'est extrêmement compliqué. On a du mal. En fait, il y a plus de séries. Aujourd'hui, en marionnette, à part le Mouffetard, il n'y a plus aucun théâtre qui ne peut faire de séries. Donc, du coup, quand tu joues une ou deux fois quelque part, c'est extrêmement difficile de faire venir des programmateurs. Quand bien même tu fais une série à Mouffetard, c'est difficile parce que les programmateurs aussi bougent de moins en moins, parce qu'ils ont de moins en moins de moyens, de moins en moins de temps, parce qu'ils sont aussi pris par des injonctions contradictoires. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu une crise de la diffusion. Et pour une compagnie, en dehors d'un moment de visibilité comme Avignon, comment tu fais pour montrer ton travail? Euh, et nous, on est venus. J'avais toujours dit, moi, que je ne viendrais jamais à Avignon, en fait. J'étais contre. Parce que ça ruine les compagnies, parce que écologiquement c'est aberrant, toutes les raisons que vous connaissez, que j'ai pas besoin de détailler là. Mais il y a 2 ans, en fait, on avait besoin de montrer notre travail parce qu'il fallait que la compagnie tourne. Et on est venu avec le spectacle Les Kikois et le chien moche dont personne ne veut à Avignon. Et derrière, on a ramassé, je crois, une tournée. Je crois qu'on a fait plus de 90 représentations. Ce qui est exceptionnel, hein, ce n'est pas le cas. La plupart des compagnies vendent 3 à 4 représentations à Avignon. Et du coup, on revient un peu par nécessité. Et vous êtes accompagné à la diffusion, votre compagnie, elle est constituée de qui? Alors, la compagnie, alors, Parce que maintenant vous êtes deux lieux, mais on est-ce que est. c'est séparé? Est-ce que c'est ensemble? Et non, c'est pas séparé, c'est D'accord. ensemble. Nous, c'est quelque chose qu'on a revendiqué depuis le début et que continue de revendiquer comme un écosystème, en fait. C'est un lieu compagnie et donc c'est une seule et même structure. Euh, on est, je crois, maintenant les seuls. C'est-à-dire que la tendance ne va pas vers là. Tu vois, là, je vois les nouvelles directions qui sont arrivées. Euh, Au théâtre à la coque, au tas de sable. Les compagnies sont séparées des lieux. Euh, je crois même au jardin parallèle, c'est séparé aussi. Euh, Nous, on a hérité de quelque chose. C'est-à-dire que Grégoire, avant nous, au théâtre à Roubleau, il y avait Grégoire. Et Grégoire, lui, il venait d'un CDN. Donc il a reproduit à Roubleau un mini CDN. Et dans un CDN,
l'artiste est au cœur de l'activité du lieu. Et donc on a revendiqué ça et aujourd'hui ça montre toutes ses vertus. C'est-à-dire que c'est un écosystème. Quand le théâtre est en difficulté, ben, la compagnie peut le porter. Aujourd'hui on a des baisses de subventions importantes. Si on arrive à faire 90 représentations dans une saison, ben, ça fait rentrer aussi de l'argent et ça permet de porter le théâtre. Si à un moment c'est la compagnie qui est au plus en difficulté, ben, elle peut s'appuyer sur la renommée du théâtre, etc. Donc c'est un écosystème extrêmement vertueux. Et nous, on y tient et on le défend fortement. Et je crois que depuis 5 ans qu'on est là, nos partenaires institutionnels se rendent compte que c'est pertinent et ils nous donnent raison. Et vous êtes qui, l'équipe du coup du... Alors l'équipe, donc à la direction, il y a Cécile Givernet et moi-même, qui sommes donc tous les deux des marionnettistes. Et puis on est accompagné de Jenny Le Goff, qui est aux relations publiques et à la communication, de Corentin Pro, qui est notre régisseur, mais c'est bien plus qu'un régisseur, il a plein de cordes à son arc, donc il fait aussi de la construction, il prend aussi en charge une partie de l'éducation artistique et culturelle qu'il aime beaucoup. Et puis il y a Romain Picolet, l'administrateur. Donc on est 5 temps pleins à Roubleau. Vous êtes des temps pleins, vous arrivez à défendre 5 temps pleins. 5 temps pleins. Et c'est pour ça aussi qu'on vient à Avignon, c'est parce qu'il faut faire, tu vois, quand tu veux pérenniser des postes, c'est aussi une responsabilité qu'on a, tu vois, de pérenniser des postes, ben, faut tourner. Ouais. Et c'était déjà avant, à Le Roubleau, quand vous êtes arrivé, il y avait combien de temps plein? Alors, on peut dire que l'équipe ressemblait à ça, mais ça passait par des emplois aidés. Il y avait un turnover qui était un peu plus important parce qu'au début, il y avait des emplois aidés. Donc, tu vois, moi, au début de Roubleau, quand je suis arrivé, il y a eu une première personne chargée des relations publiques qui est partie. Et puis après, il y en a eu une deuxième, etc. Et donc, on a eu envie de pérenniser. En fait, pour que les gens restent, il faut leur donner un vrai travail et un vrai salaire aussi. Donc, ça a été, nous, une volonté d'avoir une équipe qui puisse devenir compétente aussi, parce que quand les gens, il faut qu'ils restent pour apprendre, tu vois. Donc, oui, on n'était pas à 5 temps plein. Enfin, c'était l'équivalent de 5 temps plein, mais c'était des emplois aidés qui pouvaient être en CDD. Oui, c'est pas du tout les etc. mêmes budgets. C'était pas des CDI. Non, c'est pas les mêmes budgets du tout. Effectivement. Les emplois aidés, c'est un avantage et un inconvénient. Effectivement. Mais c'était pas le même endroit, c'est-à-dire que le Roubleau avait besoin de ça à ce moment-là parce qu'il n'avait pas les mêmes moyens, puis ça a monté en puissance, on a pu le faire. Et quand tu parlais tout à l'heure des tutelles, c'est qui vos principales tutelles? Nos partenaires institutionnels, ben, on a les 4. On a la DRAC, la région, le département et la ville. DRAC, région, département et ville. Oui, vous avez les partenaires classiques. Ouais, classiques. Et ça se passe bien avec les 4 ou est-ce que des fois il y a des tensions au niveau de la région, par exemple? Non, ça se passe plutôt bien. Enfin, ça se passe plutôt bien sur le fond, sur le projet, même si on peut avoir, tu vois, un département qui est de droite, etc. A priori, en tout cas, les valeurs qu'on défend à Roubleau, puisque je pense que Roubleau porte aussi un discours politique, en tout cas politique au sens social du terme, c'est des valeurs qui leur vont. Ce qui est plus compliqué, c'est la période, puisqu'il n'y a plus d'argent, donc il y a des baisses de subventions. Donc, je veux dire, ça se passe pas mal pour autant, mais c'est qu'à un moment, on est pris dans des injonctions contradictoires qui font que ça pose question. Quelle volonté ils ont aussi, eux, pour cet endroit-là, mais je dirais pour tout un secteur, pour un service public. Ça dépasse largement Roubleau. C'est quel service public vous voulez, vous attendez. On a vu plusieurs lieux et souvent les directions, elles ont tendance à passer. Les artistes, ils sont de moins en moins présents à la direction. Et comment, à l'intérieur de ça, vous arrivez à vous défendre? Est-ce que les partenaires institutionnels, comme tu les as justement appelés, ils sont plutôt contents de cette chose-là? Comment t'expliques qu'il y a de moins en moins d'artistes qui prennent ce chemin que vous avez choisi de prendre? Alors, je ne sais pas si je l'explique, je ne sais pas si j'ai raison. Moi, j'ai l'impression que ça demande, c'est difficile pour un artiste parce que déjà, faire des spectacles, c'est compliqué. Les diffuser, les produire, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande déjà beaucoup en marionnette, ça nous demande déjà beaucoup de compétences en fait. Il faut qu'on sache jouer, mettre en scène, construire, souvent administrer parce qu'on n'a personne pour le faire, diffuser. Enfin, c'est toute une palette. Si en plus tu rajoutes à ça la direction d'un lieu, etc. Bon,
c'est difficile. J'ai perdu la question. Tu me demandais pourquoi les artistes ne sont pas à la direction des lieux tant que ça, c'est Oui, ça c'est ça. Est-ce que c'est, d'après toi, ça s'explique Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tant une volonté institutionnelle, parce que tu vois, les CNMA, dans le cahier des charges des CNMA, c'est marqué clairement que la direction peut être prise par un ou une artiste ou un ou une personne administrative. Et d'ailleurs, les deux derniers, bon, qui sont les plus petits, mais les deux derniers où ça a changé, c'est des artistes qui ont été C'était mis. déjà des artistes C'était déjà des artistes, mais je crois savoir que c'était une volonté de la DGCA que ce soit des artistes. Donc ça, c'est plutôt positif. Là, il y a Anne Decour qui va s'en aller. Est-ce que des artistes vont postuler? En tout cas, on l'espère. Oui. Au Mouffetard aussi, ils voulaient absolument que ce... Tu vois, au Mouffetard, ce n'était pas une artiste. Isabelle Berthold n'était pas une artiste. Aurélia Ivan est une marionnettiste. Oui. Donc, il y a quelque chose. Et donc, je pense que les partenaires publics voient ça plutôt d'un bon œil. Et surtout que ça change. Tu vois, peut-être qu'à un moment, il y a une époque où il y avait beaucoup d'argent dans la culture et peut-être que des artistes se sont mal comportés en créant des déficits dans les lieux, etc. Je crois que les artistes aujourd'hui sont beaucoup plus responsables et beaucoup plus altruistes dans leur manière de diriger les lieux. Voilà. Et comment tu t'as appris à... J'ai l'impression, hein, c'est peut-être que pour arriver à postuler à un poste comme ça, de direction d'un lieu, il y a tout un langage administratif, tout un langage institutionnel à apprendre, à comprendre, à maîtriser. Et comment toi tu t'es formé à cet endroit-là? Et je suis pas sûr de ça. Là, peut-être tu as l'impression que je. Alors, si tu Non, l'as, non, tant c'est mieux. une question, Mais c'est une non, je question. suis pas sûr de ça. En fait, faut connaître un fonctionnement. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la DGCA, qu'est-ce que c'est que la DRAC, qu'est-ce que c'est qu'une région, savoir à qui tu t'adresses, puisqu'il y a des élus, mais en dessous des élus, il y a des chefs de service. En dessous des chefs de service, il y a des conseillers. C'est avec ces gens-là que tu parles. Je ne sais pas s'il faut un langage particulier. Je ne suis pas sûr qu'il faille un langage particulier. En tout cas, bon, j'ai appris en faisant. En faisant. Et du Oui. coup, votre compagnie, par exemple, elle est passée par un conventionnement avant de Non, postuler au elle lieu? n'était pas conventionnée, mais on a déposé des aides au projet. On a eu des aides au projet. Et je dois dire, bah, après, nous, on a eu la chance que notre arrivée à Roubleau se fasse dans une passation au long cours. Grégoire, lui, souhaitait vraiment, il avait vraiment une responsabilité de ce lieu. Il n'avait pas envie de l'abandonner. Il voulait prendre sa retraite, mais il voulait que ce lieu dans lequel il avait mis beaucoup d'énergie puisse fonctionner. Donc, il nous a proposé de prendre un temps, une année, en tout cas entière, pour travailler ensemble. Donc ça, c'était très très agréable. Donc au début, on a vraiment pu lui poser toutes les questions. Et puis pendant de nombreuses années, maintenant je l'appelle un peu moins, c'est dommage, il me manque, mais on l'a beaucoup appelé au début pour lui Oui, poser donc des c'est questions. cette lui demander des passation conseils. peut-être qui a permis de Absolument, comprendre les enjeux. absolument. Il nous a formés. Il nous a formés. Et Grégoire venait, lui, d'un CDN quand même. Donc, il a été dans une grosse boutique qui, par rapport à Roubleau, donc il avait des réflexes, des connaissances qu'il nous a transmis. Oui, c'est vrai que je dis ça parce que quand on voit les postes de direction arriver, des fois, il y a beaucoup de langage, il faut porter un projet. C'est vrai que dans ce projet, il faut réussir à convaincre les politiques. Oui. Aussi. Mais je ne sais pas s'il faut se méfier des langages parce qu'effectivement, tu peux vite tomber dans des mots valises, etc. Et je ne suis pas sûr que nos partenaires cherchent ça. Si tu présentes... Bon, moi, j'en lis beaucoup aussi maintenant des projets, j'en vois beaucoup. Quand tu vois des mots valises ou des langages, effectivement, tu dis, ben, ça, c'est le projet de tout le monde. Je pense qu'au contraire, il faut savoir aussi avoir une singularité et pouvoir sortir un petit peu des codes. Et au niveau de la rédaction des projets, c'est vous qui vous en occupez, Cécile et toi, ou c'est l'administrateur qui est avec vous? Comment ça se passe la rédaction? C'est plutôt nous, mais c'est au-delà de l'administrateur, on partage en équipe, c'est-à-dire qu'on est vraiment une équipe. Tous nos collaborateurs, ils ont beaucoup d'autonomie dans leur travail et beaucoup de responsabilités. Et on a beaucoup de plaisir à ça, tu vois, à les voir évoluer, parce que c'est ce dont ils ont besoin aussi. Et puis c'est comme ça qu'ils s'investissent aussi, en leur laissant que l'outil leur appartienne. Donc en général, on initie les choses, mais on leur soumet, ils nous font des remarques. Chacun à son endroit aussi, tu vois. Tu parlais des moyens mis en œuvre, et on a parlé hier aussi avec Émilie. Au niveau de la répartition de votre budget, est-ce que l'enveloppe, elle vous est donnée pour un cahier des charges global, ou est-ce qu'il y a une partie qui est au projet, donc par exemple pour les
les EAC, Mhm. les dispositifs d'action culturelle, comment le budget il existe et pourquoi il existe et à quel point il y a une espèce de commande de votre part, Eh bien, en fait, de leur part vis-à-vis de oui, vous, oui, pardon. si on regarde les conventions, finalement, elles sont assez floues. Alors, mais parce qu'on n'est pas un lieu labellisé. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on s'était mis dans le cahier des charges des CNMA, parce qu'on voulait que Roubleau le rende solide l'asseoir. On espérait que Roubleau devienne CNMA. Oui, et vous Donc, avez un atelier et une salle de voilà, un diffusion. atelier, une salle de diffusion, et on répondait à l'ensemble du cahier des charges, D'accord. qui, lui, est beaucoup plus défini. Mais en fait, nous, on est une compagnie, donc on a des conventions avec les partenaires nationaux, mais c'est beaucoup moins écrit que, par exemple, pour un lieu labellisé, parce qu'on n'est pas labellisé. Donc effectivement, on nous demande de faire de la création, on nous demande de faire de la diffusion, on nous demande de faire de l'EAC, mais il n'y a pas de volume. D'accord. Il n'y a pas de volume et il n'y a pas de fléchage des budgets. Tout ce que je sais, c'est que si ça marche, c'est parce qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Tu vois, j'imagine que si on était arrivé et qu'on avait mis tout l'argent dans nos productions, on nous aurait mis dehors, certainement. C'est parce que on essaye d'avoir une gestion saine, vertueuse et ouverte au public et au secteur de la marionnette que ça fonctionne. Merci. On va parler un peu concrètement du théâtre, du coup, qu'est-ce que vous faites comme mission. Vous avez une mission de diffusion, on l'a dit. Est-ce que tu peux nous dire à peu près le volume de la diffusion que vous proposez au théâtre, Ouais. le volume des actions culturelles, Mhm. et aussi sur quel champ? Je sais qu'il y a des choses en salle, il y a aussi des choses en extérieur, un petit festival. Est-ce que tu peux juste nous parler Bien de ça? sûr. Donc ces volumes sont en train de changer parce qu'il y a beaucoup moins d'argent et que les spectacles coûtent de plus en plus cher. Mais en tout cas, là où on en est, en fait, on a la saison qui se va d'octobre à juin. Sur la saison, on est aux alentours de 15, 16, 18 spectacles, ça dépend. Voilà. Et puis, avant la saison, on a notre mini-festival qui s'appelle la Fête de la Halle Roubleau, qui est un festival sur un week-end où on arrive à avoir en général 7 spectacles qui jouent 4 fois pendant le week-end, qui jouent 2 fois par jour euh, sur le week-end. Donc ça fait qu'on peut dire, grosso modo, on accueille à peu près 25 spectacles par saison. 25 spectacles différents. Voilà, 25 spectacles qui jouent. On essaye de les faire jouer 2 fois. C'est-à-dire, on essaye sur chaque spectacle d'avoir une scolaire et une tout public, sauf pour les spectacles qui sont uniquement à destination des adultes ou des lycéens, puisque les lycéens ne se déplacent qu'en soirée. Donc les spectacles pour les grands, en général, ne jouent qu'une fois. Et au niveau des actions culturelles? Et au niveau des actions culturelles, c'est un volet assez important, je dirais, par rapport au nombre que nous sommes et aux moyens financiers qu'on a. On est à entre 400 et 450 heures d'actions culturelles par an, ce qui est très 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 important. Très important. Et si on peut le faire, c'est parce qu'effectivement, on fait travailler des artistes avec lesquels on travaille, des artistes qu'on accompagne, des artistes qui viennent en résidence, mais aussi parce qu'on est une compagnie dans un lieu et que donc Cécile ou moi en portons, mais aussi nos collaborateurs, c'est-à-dire que Jenny, qui est chargée des relations publiques, eh bien, elle a le goût de ça, donc elle a commencé à se former à ça, et maintenant elle commence aussi à animer des ateliers. Corentin, qui est un régisseur mais qui sait faire plein de choses, aussi fait ça. Donc on a toute une équipe, on est déjà 4 finalement à pouvoir aussi faire ça, et parce qu'on a une équipe qui aime ça, travailler dans un territoire. Ça, c'est agréable aussi par rapport au travail de compagnie. On a été très heureux. Finalement, le lieu, ça t'oblige à t'implanter sur un territoire et à travailler avec les gens. Et ça, c'est très agréable comme mission, en fait. C'est vraiment là que tu comprends ce que c'est qu'un service public. Donc tu te considères comme un service public, Oui, la Halle Roubleau? oui, parce qu'on a de l'argent public et on a des missions pour ça, des missions de service public. Oui, pour moi, on se considère comme un service public. Et c'est parce qu'on fait ces missions-là d'accessibilité de la culture, de rendre des spectacles accessibles financièrement, de faire de la médiation autour des spectacles, de faire de l'éducation artistique et culturelle, de soutenir la création des autres compagnies, y compris en difficulté. Donc oui, c'est un service public, c'est-à-dire qu'on rend, dans le sens où on rend accessible au plus grand nombre la marionnette dans sa diversité. Alors on a accès, effectivement, il y en a qui diront que ce n'est pas leur diversité, mais en tout cas, dans un certain périmètre, on cherche le plus divers possible dans le périmètre qu'on a choisi. Et est-ce qu'il y a une idée aussi
au niveau du territoire, de faire valoir la marionnette? Est-ce que vous portez des actions au niveau national? Est-ce que vous avez envie de défendre des compagnies au niveau national? Je suppose que est-ce que vous faites des coproductions, par exemple? Oui, on fait des coproductions et effectivement, on essaye de défendre la marionnette au niveau national. À une époque, il y avait les plateaux marionnettes, Oui. que vous aviez connus peut-être, qui n'ont plus lieu parce qu'on a perdu le financement pour ces plateaux marionnettes. Mais les plateaux marionnettes étaient une vitrine extraordinaire. On avait, je ne sais plus, je crois 80 professionnels qui venaient sur ces 4 jours voir des spectacles qui venaient de la France entière. Et pas seulement des professionnels de marionnettes, c'est-à-dire que des pluridisciplinaires venaient. Donc ça, c'est notre travail. On travaille aussi beaucoup dans les réseaux, c'est-à-dire qu'on fait partie de l'Attitude Marionnette. Alors, à l'Attitude Marionnette, bien sûr, il y a des lieux de marionnettes, mais il y a plein de lieux pluridisciplinaires. Là aussi, ça nous permet de parler de la marionnette. Et dans tout un tas de réseaux, dès qu'on peut, en fait, on essaye de défendre la marionnette. Ça fait partie Et vous de la rendre défendez visible. combien de coproductions par an? Vous avez un budget Eh bien, à une époque, on était à 2 à 3. Maintenant, on est passé à 1. Parce que vous respectez le cahier des charges de l'attitude des 5 000 € de coproduction? Oui, alors c'est pas celui de l'attitude, c'est celui de la DRAC. C'est la Oui, DRAC. mais qui est repris par l'attitude. Oui, tout à fait, effectivement. 5 000 € minimum. C'est ça. Minimum. Mais on n'arrive plus qu'à en faire une a priori aujourd'hui. Alors des fois, on arrive à aider des compagnies, donc c'est plus des coproductions, c'est-à-dire qu'on peut faire une fois 5 000 et puis des fois, on arrive à trouver 2 000 ou 3 000 € pour une compagnie et donc du coup, ça ne s'appelle pas une coproduction, c'est un apport en production qu'on leur donne, mais c'est toujours ça. Oui, vous arrivez, c'est ça, les coproductions, c'est difficile. C'est-à-dire que pour que ce soit compté en tant que tel, pour qu'en fait rendre un spectacle éligible à une aide à la production de la DRAC, il faut qu'elle ait au minimum une coproduction à 5 000. Voilà, c'est ça, le cahier des charges. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ce changement de quand tu es passé de compagnie à lieu? Ça m'intéresse de comprendre, est-ce que les gens te parlent différemment? Est-ce que toi, tu as une autre... Est-ce que vous avez senti un changement au sein de la compagnie? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a plus de pression du coup quand on sort un spectacle? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que ça a changé un peu? Alors, ça a changé beaucoup de choses en vérité. Alors, pour répondre à la question, quand on sort un spectacle, est-ce qu'il y a plus de pression? Je ne suis pas sûr. Parce que la pression était déjà importante avant, je dirais. Oui, oui. Et puis que Cécile et moi, on est hyper exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, la pression, on se la met toujours beaucoup. Je dirais même qu'avec l'expérience, on apprend à s'en mettre un peu moins. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt positif. Donc là, je ne sais pas si j'ai senti plus de pression. Après, arriver à la direction d'un lieu, ça a été passionnant. C'est-à-dire que tu découvres un secteur en fait par un autre prisme. Et je dirais que c'est ça le plus grand intérêt, c'est-à-dire que tu peux être à un autre endroit et tu peux défendre les spectacles, les marionnettistes depuis un autre endroit. Ta parole n'est pas la même quand tu diriges un lieu. Et ça, c'est hyper important. Donc, ça nous permet tout à coup d'avoir une parole plus audible. Maintenant, ça a changé effectivement le regard, surtout des marionnettistes, je dirais, à regret. C'est-à-dire que nous, on joue, tu vois, quand je vais dans des festivals, parce que quand on va jouer dans un festival avec nos spectacles, on est des artistes comme les autres, mais on vient nous voir en tant que directeur de lieu, directrice de lieu plutôt. Donc, pas avec tous, mais en tout cas, il y a effectivement, les marionnettistes ont besoin de diffuser leurs spectacles. Oui. Nous, on est des diffuseurs de spectacles. Et forcément, et ils ont raison de faire ce travail-là, de nous mettre à cet endroit-là. Mais des fois, on aurait aimé avoir un rapport plus direct, plus confraternel, je dirais, avec les marionnettistes. Oui, ça, tu avais anticipé? Vous aviez anticipé? Non, on ne l'avait pas anticipé. D'accord. On ne l'avait pas anticipé. Ça nous a un peu éloignés, si tu veux, de plein de gens. Tu vois, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des endroits où on n'est plus au même endroit. On ne nous regarde pas de la même manière. Ça, on le regrette. Oui, c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire, dès qu'on part aussi de cette place de direction, on n'a plus l'intérêt qu'on a pu avoir mais ça, c'est avant. sûr, c'est que quand tu quittes ton poste, c'est-à-dire que c'est pas la personne, c'est que le poste. C'est-à-dire que tu quittes le poste du jour au lendemain, c'est terminé, tu n'es plus sollicité. À Charleville, c'est très beau toujours de voir les anciens programmateurs qui sont là, qui d'habitude avaient une cour et qui d'un coup ont perdu la cour. Mais du jour au lendemain, évidemment. Oui. Mais c'est normal. Mais c'est bien, c'est pas les personnes, c'est une fonction qui te met là. Et je dirais... Et l'humanité est étrange, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que les humains, ils ont toujours tendance à voir en premier ce qui nous éloigne que ce qui nous rapproche. Et je crois que le monde du spectacle n'est pas meilleur que le reste de l'humanité, si tu veux. Et
les programmateurs RIS avec lesquels on est en lien dans les réseaux, etc., nous mettent souvent quand même à l'endroit d'une compagnie, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait le même statut. Quand on est au milieu de l'attitude, je crois qu'on n'a pas tout à fait le même statut que les autres. Et les marionnettistes nous mettent à l'endroit des programmateurs. Donc on a l'impression qu'en fait, on se sent un peu étranger partout. Vous êtes un peu esselé à cet endroit. Ouais, après, ça va, on est quand même très heureux et on arrive à avoir des rapports avec les gens. Oui, vous êtes deux en plus. On est deux, ça c'est une grande chance. C'est une force. Et puis nous, on essaye, avec l'expérience aussi, c'est-à-dire que maintenant, quand on va voir des spectacles, on essaye de ne pas se positionner en tant que potentiel diffuseur, mais en tant qu'amateur du spectacle, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut faire des retours. Je peux dire à un spectacle, j'ai adoré, c'était génial, j'ai trouvé ça formidable, et pourtant on ne le programmera pas. Mais on peut s'autoriser, ça, c'est possible, de dire que l'œuvre a été magnifique, même si elle n'a pas sa place à Roubleau. Oui, et le fait d'être à Avignon, par exemple, est-ce que les gens savent que tu pourrais programmer et viennent te voir comme programmateur ou pas vraiment? Oui, ils nous connaissent. Alors, Avignon, il y a peu de marionnettes. Alors, donc, les gens en dehors de la marionnette ne nous connaissent pas. Oui. Je dirais qu'à Charleville, oui. À Charleville, tout le monde nous connaît maintenant. Donc on est, voilà, on a beaucoup d'échanges avec beaucoup de sollicitations de tout Mais là, les spectacles jeunes publics qui ont de la marionnette à l'intérieur. Si, bien sûr, ils nous ont tous invités. On a reçu des mails de tout le monde. D'ailleurs, je vais en profiter pour aller en voir beaucoup. Oui, c'est ça. Enfin, pour aller voir à peu près, il n'y a pas beaucoup de marionnettes, mais la plupart ceux qui ne sont pas à la même heure. Ceux qui ne sont pas à la même heure, et puis ceux que je n'ai pas déjà vus, parce Oui, qu'il y a aussi beaucoup d'anciens spectacles à Avignon, en fait. Il y a peu de premières créations en marionnette. Alors, en tout cas, cette année, en marionnette, il n'y a quasiment pas de création. Ce sont beaucoup des spectacles qui ont déjà tourné, donc peut-être que je connais déjà. J'aimerais qu'on parle un peu du public en général, des lieux. Est-ce que pour toi, il y a eu une évolution depuis 5 ans maintenant que tu es à la direction? Est-ce que vous avez réussi à toucher de nouveaux publics en plus que ce qu'avait déjà fait Grégoire? Est-ce que vous arrivez à faire venir le public à la Halle Roubleau? Et il y a une personne qui est engagée pour ça, les relations publiques, mais est-ce que vous arrivez à cet endroit? Oui, et ça c'est une grande satisfaction, c'est-à-dire que quand on est arrivé, la salle n'était pas pleine. Parce que c'était le début. Avant Grégoire, il y avait Jean-Pierre Lescaut, et Jean-Pierre Lescaut était surtout en compagnie dans ce lieu-là, donc il n'était pas identifié en tant que théâtre, c'est-à-dire qu'il y jouait quelques pièces, mais c'était à la marge. Donc Grégoire, lui, a commencé à insuffler une programmation, mais ça met beaucoup de temps, en fait, le public, ça met énormément de temps. C'est à minima, je dirais, 3 ans pour que ça prenne des habitudes. Et puis, je dirais que nous, on a peut-être encore renforcé ou clarifié le projet pour le public. C'est que Grégoire faisait de la marionnette et du théâtre et du conte. Et beaucoup de choses. Nous, quand on est arrivé, on a dit non, on va en faire plus que de la marionnette exclusivement. Et un spectacle de théâtre dans lequel il y a de la marionnette ne nous suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une dominante marionnettique de manipule. Marionnettique au sens très très large du terme, hein. Qu'on passe par l'inanimé. Voilà, donc ça c'est important. Donc je pense que le lieu a été repéré ça parce que le projet s'est clarifié. Et puis un travail au long cours et tu fidélises les gens. Donc aujourd'hui, on a eu une très très belle. Là, on avait une saison qui était un peu audacieuse parce que la saison passée, j'entends, c'était une saison à 80% de création. On a choisi ça avec Cécile parce qu'on était extrêmement sollicité par des compagnies qui avaient besoin de créer. Donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose, la période est difficile, allons-y. On fait le pari, on prend essentiellement des créations. Donc 80% de la programmation, c'était des créations. Donc faire venir le public sur des spectacles qui n'ont jamais été vus, qui n'ont pas été identifiés, comme c'est des créas, la com n'est pas toujours nickel, il n'y a pas toujours des super photos, des super textes, etc. C'était un gros travail pour Jenny. Et malgré tout, on a été très très bien rempli. Je n'ai pas les taux de remplissage en tête, mais on peut se réjouir. Donc ça montre qu'il y a un réel intérêt. Et je dirais que ce n'est pas qu'à Roubleau, on se rend compte que les théâtres se remplissent de nouveau très bien. Il y a un intérêt vraiment du public pour le théâtre en général. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et tu parlais de la diffusion, c'est-à-dire, est-ce que si jamais vous arrivez à faire des salles pleines, ça vaut le coup d'ajouter une nouvelle date? Parce qu'on a vécu ces 20-30 dernières années une baisse du nombre de spectacles, comme tu as très bien dit, il n'y a plus que le Mouffetard qui fait des séries. Est-ce qu'il y a cette idée que si on arrive à remplir assez les salles, on pourrait réussir à faire une courbe un peu inverse, c'est-à-dire à donner aux partenaires publics, nous on a rempli nos salles, elles sont remplies, est-ce que vous pourriez nous aider pour
parce qu'évidemment, la billetterie ne fait pas tout. Loin Est-ce de que vous là. pourriez nous aider pour qu'on puisse reprendre un... Ben ça, c'est une discussion qu'on ne peut pas, actuellement pas du tout avoir avec les partenaires institutionnels. Parce que, enfin, si, on peut leur dire ça, mais la réponse, c'est mais on n'a pas d'argent. Donc c'est non. Donc, alors, pour nous, pour répondre à la question dans l'ordre, nous, on n'a pas le vivier de public. Tu vois, à Mouffetard, c'est Paris. Donc, je pense ils arrivent à faire des séries parce qu'il y a du monde. Nous, à Fontenay, on remplit une salle, on n'arrive pas à en remplir deux. En scolaire, on pourrait les remplir sans problème. Mais en tout public, on n'en remplit pas deux. Et scolaire, vous ne faites pas plus Eh bien, on en ferait bien volontiers, mais on n'a pas les moyens. C'est une question, c'est sûrement une question de moyens. Tu vois, si on avait les moyens d'avoir 70 levées de rideaux dans l'année, on en ferait 70. Mais en fait, mais par exemple, les scolaires ne payent pas quand ils viennent, c'est ça? Si, ils payent, mais par exemple, on est un service public, donc on rend ça accessible. Donc les scolaires, ils payent 2 €, les élémentaires payent 2,50 € par place. Et vous avez combien de places? On a 132 places. Oui, on est loin. Ça pourrait faire un cachet pour un seul enseigne. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sans compter l'ouverture de la billetterie. Ben, la billetterie, si tu veux, la billetterie, c'est entre 8 et 10 000 € par saison. Sur un budget total de combien? Tu veux dire le budget du théâtre ou le budget de la programmation? Non, total les deux. Quoi. Les deux. Ben, le budget total du théâtre, il est entre 450, enfin du théâtre et de la compagnie, hein, puisque c'est oui, c'est les tout. deux. C'est entre 450 000 et 500 000 € par an. Et est-ce qu'il y a eu une baisse, tu saurais nous chiffrer, la baisse depuis 5 ans ou oui, alors il y a une marginal? baisse. Alors, c'est-à-dire que comme il y a les fonds propres de la compagnie et les subventions, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un niveau de subvention qui est inférieur à celui qu'on avait en 2021. Pour te dire comment ça a baissé. On a moins d'argent, on a en 2026 moins d'argent qu'en 2021. Oui. L'autofinancement est assez important. Et puis, quelle était ta question, pardon? Non, c'est ça, c'était avoir. Est-ce que ça avait baissé? Ah oui, est-ce que tu donc ça a baissé. Oui, la baisse? c'est-à-dire qu'au plus beau, on était à un peu plus de 600 000. Oui, donc il y a quand même 100 000 € Ouais. de différence. C'était exceptionnel. Alors, c'était exceptionnel, c'est-à-dire qu'aussi, comme on est un lieu il y avait compagnie, aussi les plateaux peut-être. il y avait les plateaux et il y a l'activité de la compagnie. C'était l'année aussi où on avait Farbonne en production, qui était un gros spectacle. Donc, on avait eu des coproductions, des aides au projet en plus pour ce spectacle. Donc ça alimente aussi. Tu vois. Oui, ça ressort tout de suite, mais ça ressort tout de suite. Mais c'est-à-dire qu'une année, année de création, ça va faire gonfler le budget par rapport à une année de non-création. Voilà. Et puis on avait un spectacle en production déléguée qui tournait extrêmement bien aussi. Donc ça va amener de l'argent aussi. C'est quoi la production déléguée, tu peux nous... C'était Les Portées Disparues, Irina. Et... Non, je veux dire, comment ça se... Qu'est-ce que ça veut dire production déléguée? Une production déléguée, pardon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, tout à fait. Donc une production déléguée, c'est que c'est une ou un artiste ou un collectif d'artistes qui n'ont pas de structure, mais qui ont envie de monter un spectacle. Donc du coup, ils viendraient chercher une structure, par exemple la nôtre, et donc nous, on produirait leur spectacle, c'est-à-dire qu'on financerait la création, donc les répétitions, la construction. On met tout l'outil de travail à disposition de cette compagnie. Donc notre administrateur administre le spectacle, la chargée des relations publiques. Alors c'est parce que nous on va loin parce qu'on fait de l'accompagnement, mais la chargée des relations publiques va travailler sur le dossier du spectacle. Cécile et moi, on va pouvoir avoir un regard artistique sur le spectacle, Corentin un regard technique sur le spectacle. Donc voilà, c'est un spectacle maison en fait. Mais sauf que c'est pas notre patte, c'est pas la patte espace blanc, mais on fait de la même manière. Et une fois qu'il est produit, on cherche à le diffuser, donc on utilise nos moyens pour le diffuser, et puis les recettes reviennent effectivement au théâtre comme c'est un spectacle, donc on paye les interprètes, mais par contre les recettes, l'excédent qui est fait sur les ventes revient au théâtre. Et ça, vous faites ça souvent? Vous avez fait ça souvent ou c'était... Alors maintenant, on ne le fait plus. On l'a fait, donc on l'a fait pendant 4 ans. Et depuis la fin des plateaux marionnettes, on n'arrive plus à le faire. Parce qu'en vérité, une production déléguée, on n'arrive à la faire que si on a un moyen de donner de la visibilité au projet. Et le plateau marionnette était un endroit de visibilité extraordinaire, puisqu'on avait 80 professionnels qui venaient voir le travail. Et donc derrière, on savait que le spectacle allait tourner. Aujourd'hui, si on va coproduire un spectacle, tu vois, l'emmener à Avignon, ça va être trop cher, ça va être compliqué. Donc, pour l'instant, on n'a plus de production déléguée. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas, qu'on n'en refera plus, mais actuellement, on n'en a pas. Et j'aimerais avoir ton regard sur l'émergence. Qu'est-ce que c'est pour toi cet endroit de l'émergence
on y est tous passés, plus ou moins nommés et tout ça, mais quand on rentre dans le ciel, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, émergence? J'ai pas envie trop de donner de termes, puisque ça m'intéresse Ouais. d'avoir. Ben, je trouve que c'est une question permanente et à laquelle personne ne répond tout à fait précisément. Je crois qu'il est communément admis, par exemple, par la DRAC, que tu es émergent sur tes 3 premières créations et qu'au bout de 3 créations, tu ne serais plus une personne émergente. Mais ça pose la question d'une personne qui aurait fait 4 ou 5 spectacles, mais qui n'a toujours pas été repérée. Est-elle encore émergente ou pas? Euh, un artiste interprète qui a été interprète pendant toute sa vie et qui à 50 ans décide de créer une compagnie, c'est une personne qui a de l'expérience, est-ce qu'elle est émergente ou pas? Enfin, tu vois, toutes ces questions-là, elles ne sont pas tranchées. Euh, je dirais que nous, on essaie d'identifier les personnes qui ont besoin de visibilité, de soutien. Ce serait plus ouvert, tu vois. Quelles sont les personnes qui ont besoin de soutien? Et vous, du coup, dans votre programmation, ou à un autre, vous faites aussi des résidences. Mhm. Comment vous accompagnez ces gens-là? Comment vous sélectionnez? C'est quoi les critères pour vous de sélection d'un projet? En résidence? Et en diffusion, les deux sont Alors, intéressants. c'est pas les mêmes. Oui, je sais pas. Donc, en résidence, on est passé depuis quelques années par un appel à résidence, parce qu'au départ, en fait, il n'y en avait pas. Et on était embêtés parce que finalement, il n'y avait que les gens qui nous connaissaient qui pouvaient nous solliciter. Et c'était super, mais on trouvait que ça manquait un peu d'ouverture et de démocratie. Donc, pour que tout le monde ait la même chance, on a dû passer par un appel à projet. Ce qui rend les choses un peu plus, tu vois, ça oblige à déposer des dossiers, etc. Mais au moins, cet appel à projet fait que tout le monde part des mêmes chances au départ, les gens qu'on connaît et les gens qu'on ne connaît pas. Donc, on reçoit chaque saison un peu plus d'une centaine de dossiers, entre 100 et 120 dossiers, et on arrive à accueillir en résidence une vingtaine de compagnies sur la saison. Et donc la coproduction, c'est pas dans cet appel-là, c'est d'autres. Comment? Ben, ça peut venir de Ça là. peut venir Alors, de là, oui, ça c'est peut ça. venir de là. Donc après, comment on les identifie? Donc on a des critères. Effectivement, comme on est en Île-de-France, qu'on est soutenu par la région, etc., par le département, il faut qu'on ait une majorité de franciliens. Donc on accueille en majorité des franciliens, aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire que on n'a pas de logement à Roublot, donc pour une compagnie qui viendrait du sud de la France venir en résidence à Roublot, c'est extrêmement compliqué, c'est trop coûteux. Donc on a beaucoup de franciliens. Voilà. Euh, on fait attention à avoir aussi une majorité de compagnies dites émergentes, c'est-à-dire des compagnies ou jeunes ou pas émergées. Oui, selon vos critères, ça c'est vous Oui, alors on essaye quand même de se dire que c'est émergente, c'est moins de 3 spectacles. C'est une compagnie a Oui, priori oui, qui oui. démarre, mais une compagnie qui n'a pas émergé, on peut la considérer, nous, en tant Oui, ou qu'émergente. une Dans nos compagnie bilans, qui ferait, dans qui les, ferait, qui dans nos, ferait son premier spectacle marionnette. Oui, Oui, c'est oui, ça. voilà. Alors, dans nos bilans, on ne la mettra peut-être pas en émergente, si tu veux. Mais nous, on se la Oui, considère comme une compagnie qu'il faut accompagner, oui, oui. qu'il faut soutenir, à laquelle il faut porter une attention peut-être un peu plus importante. Voilà. Ensuite, c'est les esthétiques. On essaye de varier les esthétiques. Tu vois, c'est une année en ce moment, comme il n'y a plus de sous, il y a beaucoup de gens qui font du théâtre de papier. Je trouve bien, nous, on adore le théâtre de papier, mais on essaye de ne pas accueillir que du théâtre de papier. Euh, et puis la parité, tu vois, d'avoir autant d'hommes que de femmes, des spectacles jeunes publics. Enfin, on a plein de critères. En fait, on regarde ça D'accord. en équipe. En fait, on choisit tous les 5 ensemble les dossiers. Tout le monde les choisit et puis on choisit. On remplit nos critères, tu vois, qui sont des critères objectifs. Et une fois que tu as tous ces critères objectifs, on rentre dans le subjectif qui est la qualité du projet. Effectivement, là, vraiment, c'est comment on se projette dans le projet. Alors, l'inconvénient de ça, c'est qu'il y a des gens qui écrivent des bons dossiers et qui ne font pas des bons spectacles, et inversement, des gens qui ne savent pas écrire de dossiers et qui pourraient faire des très bons spectacles, et eux, bah, ils passent entre les mailles du filet. Donc, on essaye de repérer ça aussi, d'être attentif à ça. Mais effectivement, aucun système de sélection n'est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prépare les dossiers? Alors, en général, c'est Cécile qui les lit en premier et qui fait une première présélection pour éviter, parce que si on met 5 personnes qui lisent 100 dossiers, Oui, c'est pour ça que je demandais. c'est un peu trop. Donc, Cécile fait une présélection en général où elle enlève vraiment tout ce qui n'est pas suffisamment marionnettique, tout ce qui est pas suffisamment étayé, tout ce qui n'est pas clair, enfin, voilà, tous les dossiers qui ne sont pas recevables, on va dire, pour des raisons ou techniques ou artistiques. Elle les retire. Et surtout le recevable, par contre, après tout le monde les lit, tout le monde discute.
Et ensuite, il y a le calendrier, tout simplement, c'est qu'après, on fait un Rubik's Cube. Oui. On est à peu près, quand même, on est entre 200 et 230 jours de mise à disposition par an. C'est énorme. Alors ça, c'est parce qu'on a plusieurs salles. C'est parce qu'on a le théâtre, la salle de répétition et l'atelier, que des fois, on peut avoir 3 compagnies en même temps. Donc, on arrive en cumulé à 200-230 jours de mise à disposition par an. Donc après, il faut faire ça, ce Tetris qui n'est pas rien non plus. Et pour la diffusion, c'est quoi? Vous allez dans des festivals ou... Alors pour la diffusion, oui, on essaye de bouger beaucoup. Alors la diffusion, je dirais que c'est construire une programmation, ça se construit une programmation, ça se choisit pas en fait. C'est ça, tu vois, c'est des fantasmes qu'on peut avoir quand on l'a jamais fait. Tu te dis, un programmateur, il choisit les spectacles. Je pense pas que les programmateurs choisissent, enfin, bien sûr qu'ils font in fine des choses. Mais en premier, oui. À la fin, il y a un choix qui s'opère. Mais au début, tu réponds à des contraintes, en fait, qui sont des contraintes choisies. Donc, la première, c'est ta salle. Donc, il faut que les spectacles rentrent dans ta salle. Alors, il y a des spectacles qui peuvent être trop petits, tu vois, pour nous, ou trop grands. Donc, ça, c'est la première contrainte. Ensuite, il y a ton budget. Nous, c'est allez, on va dire à la louche, c'est une centaine de milliers d'euros qu'on met dans la programmation de la saison et du festival. Donc ça veut dire que si on veut continuer de faire 18 spectacles, eh bien, il faut qu'on fasse attention à la taille des spectacles. C'est-à-dire que là, il y a une chose terrible, c'est qu'on n'arrive plus à accueillir des spectacles avec 5 personnes au plateau. Ça, on ne peut plus. On a 2-3 personnes au plateau, maximum. Donc ça, c'est un moment, une contrainte économique qui influe directement sur la création. D'ailleurs, on voit les projets. De plus en plus, les compagnies créent des spectacles avec peu de personnes au plateau et en technique. Et nous, on n'arrive plus à accueillir, parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher en session, puis ça coûte trop cher en frais annexes. Tu vois, l'hébergement à Fontenay-sous-Bois, c'est une folie. Donc, tu as ces contraintes-là. Ensuite, eh bien, on essaye de faire du jeune public, du très jeune public, de l'adolescent, de l'adulte, etc. Donc on choisit, on se dit, bon, il nous faut 2 spectacles pour les moins de 3 ans, il nous en faut 3, on va dire, de 3 à 8 ans, etc. Donc, toc. Une diversité des formes, on essaye de montrer au public, puisqu'on défend qu'au Théâtral Roublot, on défend les arts de la marionnette dans leur diversité. Contemporain, par contre, on cherche des arts de la marionnette contemporains. Qu'est-ce qui ne serait pas contemporain? Eh bien, ce serait... Alors, effectivement, on peut dire à partir du moment où un artiste est vivant, il est contemporain. C'est pour ça que je me pose la question. Je suis d'accord. Mais c'est une question qui vous intéresse peut-être particulièrement, parce que vous... Alors, non, c'est une question générale. Mais effectivement... Est-ce que c'est une question générale, je pense, qui se pose dans beaucoup d'endroits. Est-ce que ce n'est pas une façon de déguiser un choix esthétique? C'est ça ma question. Peut-être, tu as raison. Mais pour te donner une Parce exemple... qu'on en parlait avec Émilie Valentin aussi hier. Elle a été un peu... Non, elle est venue que 3 fois à Charleville-Mézières. Et la réflexion qu'elle nous a dite hier, c'est qu'il y avait trop de costumes. Trop de costumes. Et pour elle, c'était un endroit esthétique où elle ne faisait pas partie de l'esthétique des personnes qu'elle faisait de des cette spectacles époque. en costume, Émilie. Il y avait trop de costumes dans ces spectacles et dans l'esthétique. Et du coup, est-ce qu'elle est contemporaine? Voilà, c'est pour ça que je pose cette question. C'est une bonne question. Et après, c'est l'endroit que peut faire un retour. Comment justifier un refus quand tu es programmateur? C'est une chose aussi assez complexe. Mais pour revenir en arrière, effectivement, oui, tu as raison. C'est un critère, une manière déguisée de sélectionner les choses. Mais je dirais que si, par exemple, si on prend la marionnette à gaine, si c'est une approche classique de la marionnette à gaine, c'est-à-dire que si je revois de la marionnette à gaine telle qu'elle existait il y a 100 ans, à Roublot, on ne la prendra pas. Mais pourtant, on accueille de la marionnette à gaine quand à un moment, elle déplace la gaine. Ça va dire très facile, elle sort du Castelet, c'est plus une gaine, tu vois, Brice qui fait de la marionnette à gaine avec des gants de boxe, Triafata, comment elle s'appelle la compagnie La Pendue. La Pendue, merci, qui essaye aussi de réinventer, de réinterroger, on va dire. Pour moi, c'est quand tu réinterroges un médium, pour moi, à partir de là, ça devient contemporain. Si on remet en question, on réinterroge. C'est juste ça. Voilà. Et je pense qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus à la pointe que nous. Tu vois, à côté de ça, je pense qu'il y a des spectacles où il y a quasiment plus de manipulation, ou qui sont dans des lieux marionnettes où nous, on va se dire avec Cécile, voilà,
on n'est plus trop en marionnette. Et donc, j'ai l'impression qu'on est entre deux. Il y en a qui sont beaucoup plus à la pointe de la recherche en programmation que nous, et d'autres moins. La question, j'ai une question sur justement, à quel endroit vous définissez la marionnette? Est-ce que c'est forme animée? Comment vous... Alors, je trouve que c'est plus facile de la définir parce qu'elle n'est pas, peut-être. Vas-y, je t'en prie. C'est-à-dire qu'à partir du moment... C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une personne, le théâtre d'acteur, c'est un acteur qui s'adresse à un spectateur. Ça, c'est pas la marionnette. À partir du moment... C'est Pierre Blaise qui, je trouve, qui théorise vachement bien ces choses-là. À partir du moment où tu mets un médium entre moi et vous, il y a un médium qui est de l'inanimé, et que le langage, le discours, l'objet, en tout cas l'objet artistique, passe par ce médium, c'est de la marionnette, pour moi. Même s'il n'est pas manipulé. Le théâtre d'objet, c'est pas manipulé. Le théâtre d'objet, tu poses l'objet, toc, tu parles. C'est pas de la manipulation, le théâtre d'objet. Mais ça fait partie de la marionnette. Donc pour moi, c'est à partir du moment où on passe par l'inanimé. Mais du coup, de la projection, par exemple? De la projection de vidéo, tu veux dire? Oui. C'est questionnant, oui, ça pourrait. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident de répondre à cette question-là. Ça dépend, je dirais que ça dépend de la nature de la projection, tu vois. Est-ce qu'elle est faite en direct? Avec quoi elle est faite? Est-ce qu'elle est que numérique? Ou est-ce que c'est de la projection vidéo qui est faite à partir d'inanimés? Tu vois, ça change beaucoup de choses. Après, est-ce que tu es dans un cinéma d'animation la compagnie du Grand Hôtel, tu vois, ils filment leurs petites choses qu'ils font. Là, ça en est complètement dans la marionnette, puisque finalement, c'est juste permettre de montrer à une grande salle quelque chose qui est petit. Mais c'est de la vidéo. Mais le dernier Théma, il y a un très beau dossier sur marionnette et écran qui, je trouve déjà, pas forcément répond, mais ouvre ces portes-là. Mais c'est ça. Mais je trouve qu'il est important. En fait, il ne faut pas répondre à cette question. Tu vois, c'est pas de répondre à la question qui nous intéresse, c'est de poser la question. Oui, c'est ce qu'on fait. Ouais, c'est ce qu'on fait, tu vois. Et en tout cas, ce qui est de la marionnette, ce qui n'en est pas, en fait, nous, on est dépositaire de rien. Et je pense bien que personne n'en est dépositaire de quoi que ce soit. Et nous, voilà, on la met à cet endroit-là. J'aimerais qu'on parle un peu du coût des spectacles. Tu as dit que les spectacles coûtaient de plus en plus cher au début. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi, d'après toi, les spectacles coûtent de plus en plus cher? Alors, ce qui a augmenté beaucoup ces 3-4 dernières années, c'est les frais annexes, c'est-à-dire les transports et les logements. Ça, c'est l'économie mondiale, c'est-à-dire que l'essence coûte cher, les voitures coûtent cher, l'autoroute coûte cher, etc. Donc ça, les frais annexes, c'est devenu très très important. Et le logement. Nous qui sommes en Île-de-France, il y a une pression immobilière qui est hyper forte. Le logement est cher. Voilà, c'est tout bête. Ensuite, les coûts des spectacles ont augmenté, et je dirais à minima de 30% quand ça n'est pas plus. Et ça, c'est dû à plusieurs raisons. C'est d'abord que les coûts des salaires ont augmenté, on peut s'en réjouir, mais effectivement, les salaires ont augmenté. Et puis, je pense que comme les compagnies tournent moins, elles sont obligées aussi d'augmenter leurs tarifs pour pouvoir vivre. Est-ce que c'est pas un cercle... Ah si, complètement. Plus on fait augmenter nos sessions, moins on peut tourner, moins on peut tourner, moins on peut augmenter. Ouais. Absolument. Mais peut-être qu'on peut, alors, on peut se dire ça, c'est un cercle vicieux, et peut-être qu'on peut le voir à l'inverse, c'est que du coup, si ça tourne moins, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de compagnies qui tournent, tu vois. C'est plus une compagnie qui fait 250 dates, mais c'est 20 compagnies qui font 10 dates, et puis que ça laisse plus de temps pour peaufiner, polir son art. Tu vois, si on tourne un peu moins et qu'on a les mêmes moyens, eh ben peut-être qu'on peut faire des spectacles plus aboutis, ça peut être chouette aussi. J'essaye de positiver en ce moment. Non, mais c'est pour ça que je te posais la question de la diffusion, de si vous pouviez, vous, à l'endroit de lieu, augmenter la diffusion dans votre salle. Non, on ne peut pas. Oui. Mais on ne peut pas. Alors après, moi, je sais que ça m'est arrivé en tant que compagnie d'avoir besoin de dates, surtout au démarrage. Au démarrage, si tu veux, on avait un gros problème de diffusion. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 90 représentations dans l'année. Ce n'était pas le cas de nos 3 premiers spectacles. Donc, quand on en faisait 20, le théâtre qui m'en achetait, je lui dis, si tu en prends une deuxième, je te la fais au coup plateau. Ça m'arrangerait. Moi, j'ai besoin de tourner, j'ai besoin de visibilité. Est-ce que tu acceptes? Et il y en a qui acceptent, oui, effectivement. C'est marrant, c'est une proposition qu'on ne nous fait jamais. Moi, j'ai fait ça, mais ça, c'est quelque chose que nos auditeurs peuvent s'en emparer. Alors, c'est parce que j'ai bougé. Vive votre vidéo.
Non, après cette pause canine, on va faire. J'ai une question sur ta compagnie maintenant. Ouais. Et pour faire le lien entre ça, est-ce que tu as eu un changement de charge de travail à partir du moment où tu es devenu compagnie et où vous avez pris la direction du lieu? Et est-ce que tu saurais la quantifier? Donc c'est évident. Oui, c'est évident, mais c'est la C'est évident. quantification Ah qui est. ben, si tu... Alors, ouais, je ne sais pas si je vais pouvoir te la quantifier. On était intermittent. Elle a dit, Émilie, hier, je ne peux pas le dire, 12 heures par jour. C'est peut-être moins que ça quand même. Heureusement, c'est pas 12 heures par jour parce que j'ai aussi une vie de famille, Cécile aussi, et tu vois, donc on fait attention aussi à ça. Je pense qu'Émilie Valentin, c'était encore une autre génération, une autre implication Oui. peut-être dans son art que nous. Avant, on était intermittent. Dans l'intermittence, tu as plein de périodes de chômage qui permettent d'aller à la rêverie, d'aller faire une balade en forêt, de réfléchir à ton spectacle, d'aller au musée, de voir des choses. Ça, c'est plein de choses qu'on n'a plus le temps de faire. Ça nous manque beaucoup. Et là, maintenant, on est à plein temps. Enfin, on a un salaire à plein temps, mais finalement, on travaille plus qu'à plein temps. Donc oui, la charge de travail, elle est immense. Et je dirais que là où avant, on portait presque tout à deux avec Cécile, maintenant, on a une équipe. Donc aussi, la charge de travail, c'est distribué différemment. Avant, Cécile s'occupait beaucoup de la diffusion de la compagnie, moi je l'administrais. On a un administrateur. Donc cette partie-là, je ne l'ai plus en charge. Enfin, bien sûr, je suis en lien avec l'administrateur régulièrement, on travaille ensemble, mais en tout cas, je ne suis plus en lien direct dans cette partie-là. Mais on a moins de temps pour créer. On a moins de temps, mais un outil plus performant. Et ce qu'on regarde, c'est que du coup, on est moins en plateau, mais on est mieux entouré. Et on a plus de moyens. Et du coup, tu saurais quantifier le temps que vous travaillez? Est-ce que vous prenez des vacances? Oui, des vacances, on en prend. Effectivement, on prend des récup aussi. Maintenant, si tu veux, on Sans travaille. travailler, je veux dire, pas des vacances à aller à Charleville voir des Ouais, spectacles, hein. ouais. Non, non, bah, c'est quand je vais voir des spectacles, j'estime que c'est mon travail. Oui, Mais tu vois, par exemple, quand on sort le soir pour aller voir des spectacles, on compte pas ça comme des heures sup, sinon ça serait impossible. parce que Euh, vous comptez en heures supplémentaires vos temps de travail, c'est ça? Non, justement, Oui, oui, c'est quand je vais ça. voir des spectacles, ça Oui, oui, c'est n'existerait ça. pas. Donc oui, on travaille un peu tout le temps. Mais vous essayez d'avoir des horaires de bureau, de vous fixer des horaires? Oui, en dehors des moments forts, oui, on essaye de se fixer des horaires, effectivement. Oui, en dehors des festivals où les temps Ouais, en sont. dehors des festivals et puis des moments où on Et c'est quoi pour aller vos voir le horaires du coup? spectacle. Eh bien, on arrive en général à 9 heures au bureau. Quand on fait du bureau pur, on arrive à 9 heures et puis on essaye de partir entre 17h30 et 18h, tu vois. Donc, Oui, vous voilà. arrivez à vous tenir à ça et On après essaie, ouais, aller. ouais, ouais. Mais on s'est beaucoup, on a progressé, hein, tu vois, en 5 ans. C'est-à-dire que au début, évidemment, on savait, il fallait travailler, c'était difficile. On a gagné en efficacité. On est devenu plus efficace, tu vois, et heureusement, quoi. Je veux dire que les 2 premières années étaient dures. Elles étaient vraiment costauds. On travaillait tout le temps. On travaillait avec Cécile dans la voiture, on travaillait le soir, etc. Maintenant, on ne travaille plus le soir chez nous, sauf quand il y a un coup de bourre, un rendu de dossier, des choses comme ça. C'est pour Mais rassurer ceux qui voudraient se mettre à un poste de direction. oui, d'ailleurs, C'est. ça manque de vocation. Donc, Oui, oui, c'est pour ça que je parlais de ça. ouais, Au ouais. début aussi, de pourquoi. Parce que je pense Mm, qu'une des raisons pour lesquelles les postes ne sont pas pris par des mm. artistes, c'est en effet que Mais les effectivement, artistes ne se présentent pas ou pas avec assez il un projet assez cohérent. C'est il y a pour une ça. chose qui est sûre, c'est que tu as moins de temps pour tes spectacles. Mais c'est un autre endroit. Donc, du coup, oui, tu es mieux accompagné. Donc, je vais peut-être moins, je construis beaucoup moins. Ça me manque. Du coup, Euh, tu délègues la construction, par oui, exemple. voilà. Tu as plus de moyens, tu es mieux Oui. entouré. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de la compagnie, parce il ouais. nous reste une dizaine de minutes pour arriver à l'heure. Euh, votre compagnie, elle s'est créée autour d'un langage, d'une esthétique. J'aimerais bien que tu nous parles de ça. Et Ouais. après, de comment tu t'es formé à ces endroits-là, et est-ce que tu. Voilà, tout ça, un peu. Ok. Donc, comme je te le disais, je viens d'un théâtre plutôt gestuel. Cécile aussi, elle a beaucoup de la danse. Donc, en fait, on vient d'un théâtre gestuel et d'un théâtre d'image. On s'est beaucoup aussi formé, en dehors de notre formation initiale, avec le théâtre aux mains nues en formation continue. Pas avec le théâtre aux mains nues, pardon, avec le théâtre du mouvement, Avec Claire avec Claire et et Yves. Yves Marc Oui. aussi. Donc ça, c'est un peu notre terreau.
Et puis, on a un fort goût avec Cécile pour l'écriture contemporaine. Et je dirais qu'en ça, on a une approche qui est plus une approche de théâtre que de marionnettisme, parce que beaucoup de marionnettistes rentrent dans le spectacle par la matière, par l'objet, par le médium. Avec Cécile, en général, on lit. On lit beaucoup de pièces. Enfin, maintenant, on a moins de temps. Avant, on lisait beaucoup. Là, on en lit plus suffisamment. Et on tombe en amour pour un texte, pour un auteur. Et c'est ce texte-là qui va nous guider. On prend vraiment le texte, c'est le patron, c'est le chef. Et on va chercher quel est le meilleur médium pour mettre en valeur ce texte-là. Et j'avoue qu'on n'aime pas faire tellement deux fois les mêmes choses avec Cécile. Donc, on n'a pas de technique de prédilection. Et à chaque fois, on se met à l'écoute du texte et le texte va nous souffler quel médium on va pouvoir utiliser. Et on aime bien être surpris, chercher. C'est ça qui est agréable aussi dans la création, c'est aller vers l'inconnu. Faire ce qu'on sait faire, finalement, ça ne nous intéresse pas tellement. Et du coup, tu dirais que votre compagnie, elle n'a pas de langage de prédilection? Un médium marionnettique, oui. Non. Par contre, il y a des choses qui se voient. C'est très écrit. Nos spectacles sont extrêmement écrits. Alors ça plaît ou pas, mais nos spectacles sont très 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 écrits. Tu le vois dans tous. Tu vois toute la gestuelle, tout est choisi. Et puis je crois qu'il y a une esthétique quand même qui se dessine, une certaine épure dans nos spectacles. J'ai l'impression, scénographique. Peut-être pas au niveau de la mise en scène, mais il faudrait que tu demandes à d'autres gens. Et les langages que vous utilisez, moi j'ai vu quelques images, il y a pas de, j'ai vu un grand travail de lumière, un grand travail de son, mais est-ce que tu peux nous dire ça? Effectivement, la lumière, c'est l'écrin, donc je trouve que c'est vraiment un écrin pour la marionnette. Quand on a la chance de pouvoir travailler la lumière, ça amène beaucoup de choses. On aime travailler les images, on aime les belles images. J'aime bien me dire qu'un spectacle, c'est des scènes et que chaque scène doit être complète en même temps et que dans chaque scène, tu vois un peu ces poupées russes et que tout doit être hyper abouti, hyper léché. Donc on travaille beaucoup la lumière et puis maintenant qu'on a aussi Corentin avec nous qui est un éclairagiste qui a beaucoup de qualité, eh bien, on peut travailler ensemble et c'est très chouette, on échange beaucoup, tu vois, sur la lumière, parce que la lumière, ça raconte, en fait, ça raconte plein de choses. En fait, on se sert de tout ce qu'on a, on essaie de faire du feu de tout bois, donc tout ce qui peut raconter, ça raconte, on s'en sert. Et puis le son, ça c'est un peu ma marotte, c'est-à-dire que avant de créer la compagnie, moi j'avais fait une formation à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel, une formation de technicien du son. Et puis suite à ça, j'avais travaillé à Radio France sur des dramatiques. Donc la dramaturgie sonore, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qu'on a beaucoup utilisé dans tous les spectacles. Parce que je trouve que le son, ça ramène plein de choses. Enfin, tu vois, la marionnette, c'est un théâtre d'image. Et si tu ramènes du son, tu essaies de faire un spectacle un peu total, un peu complet. Ce fantasme-là, tu vois, du spectacle qui parlerait à tous les sens, hein, en tout cas de l'esprit. Alors, est-ce que tu as c'est un endroit de liberté. Est-ce que tu as des choses à dire? Tu as des choses que tu as envie de dire à la marionnette, aux gens dans 100 ans? Aux gens dans 100 ans, je ne sais pas. Est-ce que tu as des choses à dire? Non? C'est un espace pas particulièrement. Est-ce que s'il y a des jeunes, quelqu'un qui nous écoute, qui aurait envie de faire de la marionnette, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Eh ben d'en faire. Je pense qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Je pense que le meilleur moyen de faire de la marionnette, c'est de s'y mettre effectivement, de ne pas rester au bord autour du sujet. Il ne faut pas avoir peur de rater, de se tromper. Nous, les marionnettistes, quand on a une idée, pour voir si elle est valable, on est obligé de la construire avant de vérifier notre idée. Et puis souvent, on démonte après parce que ça n'a pas marché. Donc c'est un art de l'humilité, je trouve aussi, la marionnette, parce qu'on construit et on déconstruit beaucoup. Que souvent les spectacles, les beaux spectacles ont des très grandes poubelles. Ça, c'est important de savoir jeter, de savoir abandonner tout ce qui ne fonctionne pas. Donc oui, je dirais à un jeune marionnettiste qu'il faut y aller en fait. Et ne pas avoir peur de se tromper. C'est pas grave en fait de rater. Alors effectivement, on est très jugés, on est très exposés, nous les artistes, et on a envie de faire bien. Et puis si ça rate, ça ne tourne pas. Donc il y a aussi un problème économique rapidement de comment je vis de mon travail. Mais en tout cas, il faut faire. Je pense que c'est la seule solution.
Et ben, Vincent, merci beaucoup de cet entretien. Avec plaisir. Les marionnettistes font comme ça. Les programmatrices font comme ça. Les chargés de diff font comme ça.